Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de l'OVNI Show, la seule émission diffusée en Mauricie où on parle exclusivement ou presque du phénomène OVNI. Mon nom est Jean Lavergne et je serai avec vous pour la prochaine heure. Cette semaine, on a une émission assez intéressante car vous allez découvrir avec moi, parce que je la connaissais pas vraiment moi non plus, une personne de l'Abitibi, de Rouyn-Noranda pour être plus précis, qui a fait plusieurs enquêtes intéressantes aux États-Unis sur des sujets assez marquant de l'ufologie moderne. Il y a eu le cas de Roswell qu'elle a été étudié là-bas. Il y a aussi eu le cas de l'homme papillon de Mothman of Point Pleasant. Elle s'est rendue là-bas pour faire une enquête. Elles vont toutes nous conter ça. Mais on débute l'émission avec le bloc information et on y va à l'instant. Premièrement, j'aimerais souligner que vous avez encore été extrêmement nombreux à nous écouter la semaine dernière. On a encore augmenté la bande passante dédiée à l'émission sur le site de digifilm.ca. Donc, gênez-vous pas, venez l'écouter en masse et s'il y a des problèmes, on va s'adapter. Vous allez voir que la bande passante, on va faire exploser ça, cette affaire-là. Il n'y a pas de problème. Dans un autre ordre d'idée, je veux juste souligner que Jean Cazot sera de nouveau sur les ondes de LCN avec Denis Lévesque le 23 février prochain, donc c'est à ne pas manquer. Il va nous expliquer, entre autres, comment se déroule le début, le lancement de sa nouvelle organisation, le Centre d'études sur les OVNIs, le CEO. Il va avoir le lancement en même temps de son site Internet qui, je vous le dis tout de suite, on a commencé à travailler pas mal fort là-dessus, puis ça va être super intéressant cette affaire-là parce que il va avoir beaucoup d'informations sur les cas que Jean a enquêtés et enquête, mais aussi on va pouvoir découvrir l'équipe du CEO, les guides, comment devenir enquêteur, toutes les prospectus, toutes les procédures, ça va être super intéressant. Donc, je vous invite à aller voir ça. Il va probablement faire l'annonce officielle de ça le 23 en compagnie de Denis Lévesque. Donc, c'est à ne pas manquer à TVA et sur LCN le 23 février prochain. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur l'Internet, depuis une couple de jours, une couple de semaines, il y a vraiment un petit vent de panique qui souffle concernant un astéroïde qui s'en viendrait tout droit sur la Terre, là. Ben regarde, si on fait quelques calculs à partir des données de la NASA, je donnerai les adresses Internet pour aller voir ces chiffres-là sur la page de l'OVNI Show. Mais ça va passer à 15 unités astronomiques, à 0.15 unités astronomiques de la Terre, ce qui fait environ une distance de 22 500 000 kilomètres, plus ou moins. Puis si on remonte juste de un petit peu, là, ça passe à 17 millions, 18 millions. Donc la distance, c'est environ 22 500 000 kilomètres de la Terre. Si on regarde côté distance pour avoir une référence assez connue, la Lune est environ à 386 400 000 km de la Terre. Donc l'astéroïde va passer à son plus près à 5-6 fois la distance de la Lune de la Terre. Donc c'est pas nécessairement une collision frontale qui va se passer là, ça va même pas nous effleurer. Donc, si vous êtes intéressé par ces données, je vais mettre les liens, comme je disais tantôt, sur la page de l'OVNI Show. Mais à date, je vois pas vraiment pourquoi tout le monde panique sur la fin du monde, la collision épouvantable qui pourrait se produire avec cet astéroïde-là. En passant, l'astéroïde s'appelle 2000 PN9, c'est le nom que la NASA lui a donné. Donc, je vois pas vraiment les raisons de s'alarmer, comme certains sites Internet le prétendent depuis quelques jours. La fin du monde, on l'aura bien demandé, mais regarde, je pense que ça sera pas ce fois-là. C'est ce qui termine le bloc information cette semaine parce que je vais laisser le plus de place possible à notre invité de la semaine. Donc, je vous reviens après la pause avec une entrevue que j'ai réalisée avec Annie Thériault. De retour à l'OVNI Show, je vous présente maintenant une entrevue que j'ai réalisée avec Annie Thériault. C'est une personne de la région de Rouyn-Noranda qui fait des enquêtes pour l'Association québécoise d'ufologie, l'AQ, mais elle fait beaucoup d'enquêtes à titre personnel aussi. Dont une, je ne sais pas si vous vous rappelez pour les adeptes de Ma Chronique au 911, l'émission que j'avais sur Radio Shawinigan tous les vendredis matins, on avait fait une émission sur le Mothman de Point Pleasant. Ça, c'est l'homme papillon, l'homme phalène. C'est un espèce de phénomène qui est arrivé dans les années 60 dans cette région de la Virginie, aux États-Unis. Donc, on parle de ça avec Annie, et en plus de ça, elle nous explique son cheminement jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 30 ans qu'elle étudie le phénomène OVNI, donc on la rejoint au téléphone. Bonjour, Madame Thériault. Vous avez tout un historique d'expérience ufologique et d'enquête ufologique surtout. Oui, exactement. Expliquez-moi ça. Mais ça a commencé comment? De toute façon, votre histoire ufologique, elle a commencé comment, vous? OK, moi,
Quand j'étais plus jeune, j'avais exactement à l'âge de 11 ans à l'époque, j'ai été témoin d'une observation d'OVNI. Puis ça, depuis ce temps-là, ça m'a comme un peu bouleversé. Alors, je me suis mise à lire beaucoup d'ouvrages sur les ovnis et le paranormal en général. Okay. Et surtout les ovnis dans ce temps-là. Parce que je voulais savoir ce qui s'était vraiment passé. Je fouillais pour voir si j'avais fait une observation que plusieurs personnes auraient pu faire en même temps, ou etc., etc. Okay. Alors, je me suis mis à être passionné du sujet. Puis, comme je vous dis, j'ai lu beaucoup sur le sujet. Et puis, ma passion, c'est là que ça a débuté vraiment. Là. OK, mais c'est quoi que vous avez vu exactement? Qu'est-ce qui s'est passé exactement en 1982 qui a fait déclencher votre intérêt là-dessus? OK, moi, je vais vous conter un peu mon histoire. Vous conter un peu mon témoignage qui a rapport avec ça. Là. Oui. Moi, j'étais avec une de mes copines dans la cour arrière chez elle. Il était à peu près 16h15 l'après-midi. Une belle journée à 31 degrés Celsius, là, une belle journée de juillet. On était assis, on était en train d'observer des traces d'avions à réaction. Tu sais, vous savez qu'est-ce que les lignes d'avions à réaction, blanches, ça fait comme des lignes avec c'est de la vapeur d'eau qu'on voit. C'est ça. Là, on en voyait comme deux qui étaient comme parallèles dans le ciel, OK? Puis tout à coup, en regardant ça comme ça, avec nos yeux d'enfant, hein, on a vu apparaître entre les deux lignes un objet en forme de disque de 1,50 m à peu près, à l'œil nu, là, je dirais. Là. 1,50 m à bout de bras, ça, quoi? Oui, comme à l'œil nu, d'après moi, ça avait l'air à peu près de 1,50 m, je pourrais vous dire. Là. OK. Dans mes yeux à moi, dans ce temps-là, là, d'après moi, c'était à peu près ça. Avec une espèce de dôme au centre, OK? Comme une protubérance, là, une espèce de dôme au centre. Ça avait un aspect métallique, puis ça brillait au soleil. Je voyais le soleil, je voyais le soleil reflété comme dessus, là. Okay. Ça faisait comme des flashs, là, à cause du soleil qui plombait comme sur l'objet, si vous voulez. OK, là. ouais. Puis là, il se tenait à 1000 mètres dans les airs, en avant de nous, là. Fait que là, on s'est approché. Puis là, dans le fond, ce que je pourrais plus dire, c'est que c'est l'objet qui s'est comme approché de nous un petit peu plus encore. OK. OK? Puis là, il a perdu un petit peu d'altitude, mais je pourrais dire que c'est assez spécial ce que ça a fait, là. L'objet, il a comme perdu de l'altitude, mais à la manière d'une feuille morte qui tombe d'un arbre, là, tu sais. OK, ouais. OK? Ça se balançait, puis il a comme perdu un petit peu d'altitude de cette manière-là. Là, il était à peu près à 200 mètres de nous, à peu près, je dirais, là. Puis là, j'ai dit à ma copine Pascal, j'ai dit, on devrait aller voir de plus près parce que là, il s'approche et je veux voir ça de plus près. Fait qu'on a décidé de se rendre dans un petit sentier qui était derrière la clôture qui nous séparait de l'engin, si vous voulez. Oui. Mais là, aussitôt qu'on s'est approché, l'objet, il a repris immédiatement de la vitesse, OK? Puis j'avais jamais vu quelque chose comme ça, là, prendre une vitesse aussi rapide. Là, j'avais jamais vu ça dans ma vie. Puis j'ai jamais vu ça, même aujourd'hui, là, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Il est vraiment parti à une vitesse fulgurante, là. Puis il a pris de l'altitude. Puis en quelques secondes, il s'est éloigné vers le sud-sud-ouest, à quelques kilomètres. Puis il s'est transformé comme en point noir sur l'horizon. Je vous dis, là, c'est comme une fraction de seconde. Là, on voyait juste un point noir sur l'horizon. OK. Il s'est volatilisé vraiment, là. Il s'est volatilisé devant notre regard, là, à l'horizon. Là, il a disparu carrément. Là. Puis j'ai pas entendu. Tout le long qu'on a vu cet objet-là, on n'a pas entendu aucun bruit. Ouais, c'est intéressant. Vraiment, là, le silence total. C'est important de le mentionner, ça, parce que automatiquement, on peut pas. Faut qu'on pense que c'est pas une technologie humaine. Automatiquement. Non. Parce que nous autres, on n'a aucun engin volant là, qui peut faire des performances du genre au départ. Puis on n'a aucun objet volant non plus qui peut faire des performances du genre sans faire de bruit, tu sais. C'est ça que je me disais, même à cette époque-là, je me suis dit, voyons donc, tu sais, j'ai jamais vu quelque chose comme ça. Puis moi, quand j'étais plus jeune, mon père, il aimait bien les avions, moi aussi. Mm-hmm. Et puis un avion, je savais vraiment c'était quoi, là. Non, j'avais jamais vu quelque chose faire des choses comme ça, là, C'était vraiment un phénomène là, que j'avais jamais vu, là. Ouais. C'était vraiment impressionnant, là. C'était vraiment... J'en parle, puis j'étais encore un petit peu nerveuse d'en parler parce que j'étais vraiment énervée quand j'ai vu ça. Là. C'est impressionnant. C'est vraiment là, un événement qui m'a vraiment bouleversée. Je vous dis, c'est à cause de ça que ma passion vient vraiment de
cette journée-là. Là. OK. Est-ce que vous avez découvert vraiment les ovnis ce journée-là ou ben non, vous aviez entendu parler de ça avant? Ou, Ben non, je savais, j'avais entendu parler un peu de ce phénomène-là, mais à 11 ans, tu sais, on dit, tu sais, c'est quoi un ovni? C'est quoi vraiment, tu sais, c'est-tu vraiment vrai? Ouais, ça nous passe par-dessus la tête aussi à cet âge-là, là, tu sais, je veux dire. Ben, c'est ça, là, tu sais, on a d'autres choses à penser, tout ça, à cet âge-là. Mais je vous dis vraiment, là, à partir de ce moment-là, je me suis mis à aller à la bibliothèque locale ici. Et puis, j'avais des piles de livres, là. C'était impressionnant, là, comment je passais des heures à lire des livres sur ce sujet-là. Vous étiez à Rouen déjà dans ce temps-là, là? Oui, j'étais à Rouen. OK. Puis, c'est ça, j'arrêtais pas de lire là-dessus. J'essayais de savoir qu'est-ce qui s'avait pas vraiment passé. Puis, en tout cas, c'était vraiment là, une passion là, qui naissait en moi, là, si vous voulez. Là. Ouais. Puis ça vous a amené à rencontrer un des plus grands ufologues québécois. Oui, mais quand j'ai vu cette chose-là, cet objet-là, moi, j'ai essayé de contacter M. Jean Ferguson. Oui, c'est ça. Qui est c'est un ufologue et auteur de Val-d'Or qui est décédé maintenant. Oui. Mais j'ai pas eu de nouvelles de lui tout de suite. Alors, je me suis tourné vers un autre organisme de Val-d'Or qui est Mystérieux Objets et Phénomènes Spatiaux, mais là encore, j'ai pas eu de réponse là non plus. OK. C'est vrai que j'étais jeune, puis j'ai peut-être pas été pris au sérieux comme tel sur le coup, là. Oui, c'est possible. Mais 3 ans après ces événements-là, soit en 1985, suite au visionnement d'une émission de télé que j'ai vue en direct, j'ai vu des membres de la CCUQ, okay. de la Centrale de compilation ufologique du Québec, qui existait à cette époque-là. Oui. Puis la personne, elle expliquait les buts de la corporation, puis tout ça. Fait que j'ai pu, avec les coordonnées, contacter quelqu'un. Donc, c'est là qu'il y a dénommé Yves Boisvert, enquêteur pour la région de la Mousse en Abitibi pour la CCUQ. Mm-hmm. Lui, il a voulu me rencontrer. Alors, le samedi 11 janvier 86, un an après, je l'ai rencontré. Puis, ce monsieur-là, ben, il nous a interrogés et tout ça. Il a pris des photos des lieux. Okay. Il a fait sa petite enquête auprès des autorités ici de l'aéroport et tout ça. Ensuite, lui a envoyé son analyse et tout ça à la centrale ufologique. Et puis, eux autres, ils m'ont répondu à peu près, je dirais, 3 mois après ma rencontre avec M. Boisvert. J'ai eu une lettre, soit le 20 avril 86, qui disait que, suite à l'analyse de mon cas et tout ça, il disait que ce que j'avais vu, c'était un objet c'était quelque chose de pas connu. Là. C'était vraiment... il ne pouvait pas expliquer qu'est-ce que j'avais vu. OK, c'était vraiment un ovni. Un ovni dans le vrai sens du terme. Ben, c'est ça. D'après eux autres, là, j'ai pas vu quelque chose de rationnel. OK. Est-ce qu'ils ont été capables de corroborer votre histoire avec quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la région qui a vu ça? Non. Vraiment, là, je vous dis, la personne, elle a vraiment fait des recherches auprès de, comme je vous dis, des autorités, et puis l'aéroport, et puis... ils ont pas, eux autres, ils ont aussi vérifié dans le dossier qu'il n'y avait pas des dossiers qui étaient similaires aux miens. Ouais. Et puis, ils n'ont jamais retrouvé rien de similaire, là. OK. Mais là, après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez continué à faire des recherches là-dessus ou ça s'est éteint un peu? Ou... Alors, là, j'ai continué à aller aussi là-dessus, comme je disais tantôt. J'ai pas lâché ma passion. Puis, quelques années plus tard, j'ai participé à un concours littéraire et j'ai rencontré M. Jean Ferguson en personne. Bon. C'est lors de cette rencontre-là que M. Ferguson il a bien voulu écouter mon témoignage, si vous voulez, durant cette soirée-là. Alors, puis après, c'est ça, il m'a... quand j'y ai compté mon témoignage, tout ça, lui, il a trouvé ça pas pire. Fait que là, il m'a fait découvrir un peu plus ce qu'était l'ufologie, parce que ufologie, je savais pas vraiment trop ce que voulait dire ce mot-là dans ce temps-là. Moi, c'était ovni, soucoupe volante, etc. Mm-hmm. Alors, lui, il m'a fait découvrir vraiment l'ufologie, c'était quoi. Et puis, après cette soirée-là, on a resté en contact et tout ça. Et à chaque fois que j'avais des questions, je lui posais des questions. Il m'aidait beaucoup tout ça, à comprendre les choses, puis dans mes recherches et tout ça. Puis, c'est ça, lui, en 92, il a publié un ouvrage intitulé Extraterrestres et soucoupes volantes, nouveau bilan, aux éditions d'ici et d'ailleurs.
Et puis, il a publié mon cas dans cet ouvrage-là. OK. Mon témoignage paraît dans cet ouvrage-là. OK. Et puis, c'est ça. Fait que durant toutes les années, là, je dirais que j'ai connu Jean, là. Il m'a toujours appuyé dans mon travail, puis il m'a toujours encouragé à continuer à vivre ma passion, si vous voulez. Là. Ouais, mais lui, c'est vraiment lui là, qui m'a vraiment encouragé les premiers temps. Là. C'est ça, mais lui, c'est vraiment c'est vraiment un des grands ufologues au Québec aussi. Là. Oui, j'ai eu le privilège de le rencontrer. C'est vraiment à cause de lui là, que mes choses se sont concrétisées. OK. Est-ce que vous avez fait des enquêtes avec lui ou... Non, vraiment pas vraiment. Comme je dirais, non, j'ai pas fait d'enquête avec lui, mais il me tenait au courant de ses enquêtes à lui, tout ça. Peut-être pas tout en détail, mais c'est sûr qu'en gros, je savais à peu près ce qu'il faisait. Et puis, j'ai participé à 2 conférences que M. Ferguson a fait aussi, ici à Rouyn-Noranda, et puis à une à Val-d'Or, lors de son lancement. Là. Et puis, c'est ça, là, on a toujours resté en contact. Et puis, quand l'ouvrage est sorti, ben, il est venu me rencontrer ici à Rouen pour m'en offrir un exemplaire. Là. Ah, ben, c'est le fun, ça. On s'est jamais lâché vraiment là, de vue, là. Ouais. Jusqu'à temps qu'il décède, malheureusement. En 2003, je pense, hein? Oui, c'est ça. Ça, il est décédé malheureusement. Par la suite, après ça, vous avez continué à faire vos recherches quand même. Ah oui, j'ai pas lâché. Le sujet. Mais c'est ça, j'ai continué. Et puis, je me suis mis à ramasser plein de documentation, à faire des analyses de cas, même des cas connus. J'essayais de comprendre ce qui s'était passé là-dedans. J'essaie encore aujourd'hui de trouver des similitudes avec mon cas de 1982 aussi. J'ai trouvé des similitudes avec certaines choses. Et puis c'est ça, j'ai continué. Puis comme je disais, j'avais une autre passion. J'avais le paranormal aussi en général et j'ai continué aussi dans les 2 sujets. Là, j'ai fait beaucoup de recherches sur les 2 sujets. OK, dans le paranormal, donnez-nous des exemples, mettons, de... dans le paranormal, comme tel, ce qui m'intéresse, moi, c'est les hantises, les apparitions, les esprits, ces choses-là. Tout ce qui englobe le paranormal au complet, en général, là, ça m'a toujours passionné. OK. Pas juste les ovnis, vraiment tout ce qui engendre les phénomènes étranges, ça m'a toujours intéressé. C'est sûr que c'est intéressant. C'est ça. Mais vous avez jamais arrêté. Ouais, vous avez fait aussi plusieurs enquêtes à titre personnel, comme il y en a une qui vous a emmené à Pointe-Plaisante aussi, pour l'histoire du Mothman. Oui, c'est exactement ça. Pouvez-vous nous faire un résumé du cas de l'homme phalène, l'homme papillon? Résumez-nous ça pour nos auditeurs, pour ceux qui ne sont pas au courant. Là. OK. Je vais essayer de faire un petit résumé de ça là, pour que les gens comprennent. C'est ça. En 1967, il y a un pont, le Silver Bridge, qui s'est écroulé dans la rivière Ohio, qui est reliée Pointe-Pleasant en Virginie-Occidentale, et Canoga en Ohio, sur la route 35. Puis ce pont-là a entraîné 46 personnes dans la mort. Mais l'année avant que ce pont-là tombe, il y a eu beaucoup d'événements étranges, OK? Pointe-Pleasant a été le théâtre de phénomènes bien étranges. Dans le fond, là, pour dire, là, je pourrais dire qu'ils ont descendu aux enfers vraiment, là. Il y a vraiment... il y a eu presque tous les aspects du phénomène ovni. Il y a eu des ovnis, il y a eu des men in black, il y a eu... juste le Mothman en personne lui-même, c'est déjà quand même quelque chose d'assez exceptionnel, là. Oui. Ah oui, mais c'est ça. Pour expliquer aux gens un peu ce qu'est le Mothman, là, c'est que les gens, ils voyaient... ils étaient témoins souvent d'une bête que je pourrais décrire comme... les autres, ils l'ont décrit comme une espèce d'homme papillon avec des grands yeux rouges brillants. Sa taille serait à peu près de 6 à 7 pieds. Pas de cou apparent. Avec des longues ailes noires repliées sur le dos. Puis il y a même certaines personnes qui affirment qui ont affirmé qu'ils pouvaient voler à de très grande vitesse. OK? Fait qu'on s'imagine un peu voir une bête comme ça, c'est assez impressionnant. C'est pas tout le monde là, qui aurait la force de voir une telle chose devant eux. Là. Fait que c'est ça, l'année avant que le pont s'écrase, cette petite ville-là, Pointe-Pleasant, en Virginie-Occidentale, ils ont vécu bien des choses, des événements étranges comme des observations d'ovnis, des mutilations animales. Les gens ils recevaient
des coups de téléphone là, avec des bruits anormaux sur les lignes téléphoniques. Il y a même des gens qui ont reçu la visite des hommes en noir, comme on dit, là. Puis il y avait même un mystérieux personnage du nom d'Ingrid Cold, qui avait contacté certaines personnes puis qui affirmait qu'il arriverait une catastrophe. Là. Il disait que cette personne-là, elle leur aurait parlé d'une catastrophe imminente. Okay. Ça, c'est durant l'année avant que le pont tombe. Là. Alors, c'est ça. Puis la première personne témoin du Mothman comme tel, c'est Mme Linda Scarberry, qui était... j'ai pris des notes un petit peu là, pour vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Eux autres, durant la nuit du 15 novembre 66, ce couple-là de personnes, Roger et Linda Scarberry, puis un couple d'amis qui étaient sortis se promener en voiture, qui étaient partis dans la zone TNT. Ça, la zone TNT, pour expliquer aux gens c'est quoi, ça se trouve être à 10 km à la sortie de Pointe-Pleasant. C'est une ancienne réserve militaire, OK? OK. Cette réserve-là, il y a comme... Comment je peux expliquer ça? C'est... des anciens bunkers de munitions, des choses comme ça? Oui, c'est ça. C'est l'armée, dans ce temps-là, avait des genres de bunkers pour cacher les munitions là-dedans. Et puis, c'est ça. Ça servait à ça dans ce temps-là, là, comme tel, là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est désaffecté, bien sûr. Il y a certains bunkers qu'on peut visiter encore, que j'ai visité moi-même durant mon voyage. Ouais. Et puis, il y en a d'autres qu'on peut pas visiter non plus. Il y en a même un qui a sauté au mois de mai, et puis le FBI a repris l'enquête au mois de septembre, puis il a fermé la zone pendant quasiment un mois. Et puis, mais c'est ça. Cette couple de personnes-là, ils étaient rendus dans cette zone TNT-là. Puis eux autres, ils étaient partis comme tu sais, dans ce temps-là. Il y avait des gens qui aimaient beaucoup se promener en voiture et puis aller faire des choses là, un petit peu cachées des autres personnes. Du necking, comme on dit. Pardon? Du necking, comme on dit. Ouais, c'est ça. Fait que eux autres, c'est ça, ils se sont rendus dans la zone TNT pour faire une balade, sauf qu'à un moment donné, ils ont comme aperçu des lueurs rouges dans l'obscurité à côté d'un vieux réservoir, OK, proche de la clôture de l'usine comme telle. Là, ils se sont arrêtés, puis là, ils ont remarqué que c'était comme des yeux brillants dans le noir. Puis ça avait l'air de venir d'un gros animal. Sauf que ce gros animal-là, il avait une forme humaine, mais un petit peu plus gros, puis il était de 6 à 7 pieds à peu près, comme je disais tantôt. Ouais. Et puis, il y avait comme des grosses ailes rabattues sur le dos, d'après le mari de Mme Scarberry. Puis là, terrifiés, les deux couples, ils ont pris la fuite en direction de la route 62, qui est la route qui relie Pointe-Pleasant à la zone TNT. Puis en prenant la sortie, ils ont vu la créature qui se tenait au bord de la route. Okay. C'est comme ça aurait changé de place, OK? Ouais. Alors, ils sont aperçus que la bête comme telle, elle a écarté les ailes, puis elle s'est envolée en prenant en chasse l'automobile des personnes. Ouais. Tu sais. Puis les autres, ils affirment qu'ils ont tenté de prendre une vitesse de 160 km/h, 100 000 à l'heure en américain, si on veut. Ouais. Mais sans succès, ils disent que la créature, elle les suivait toujours. Ben, tu sais, regarde... c'est sûr que, regarde, c'est le témoignage de ces gens-là, mais je veux dire, une créature de cette grosseur-là serait sûrement capable de voler assez vite, là. Ouais, ben d'après moi, oui, là, c'est sûr que... Là, je veux dire, c'est quasiment gros comme un Cessna, ça, là. C'est quasiment gros comme un Cessna, rendu cette grosseur-là, là. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai pas vu personnellement, là, mais c'est sûr que d'après eux autres, c'était vraiment assez gros, là. Mais quand vous êtes allé à Pointe-Pleasant, est-ce que vous avez rencontré de ces gens-là? Est-ce que vous avez fait des entrevues, des témoignages de ces gens-là? Ouais, ben Mme Linda Scarberry, j'aurais aimé la rencontrer, mais cette dame-là, je vais vous expliquer une chose, c'est que elle est encore en vie aujourd'hui, mais elle accorde pas beaucoup d'entrevues parce qu'elle se sent comme mal avec ça. Et puis elle a eu des mauvaises expériences avec des gens qui ont qui sont un peu moqués d'elle, si on peut dire. Okay, ouais. Alors c'est sûr que j'ai essayé d'avoir une entrevue avec elle, mais j'ai pas pu en avoir une là, la fois que je suis allée.
Mais je dis pas que j'essayerai pas un jour de la rencontrer. Okay. C'est sûr que je vais essayer de la rencontrer parce que je lui ai parlé sur Internet et je l'ai mis en confiance. Je lui ai dit que j'étais intéressée par ce phénomène-là, que ça n'avait pas d'allure, là, que c'était vraiment une passion pour moi, puis que j'étais prête à l'écouter si jamais un jour elle veut que je l'écoute. Là. Ouais. Fait que c'est comme je vous dis, je vais essayer de la rencontrer une autre fois. Si je suis capable. Je vous le souhaite bien. Mais je veux dire, à Pointe-Plaisance, est-ce qu'il y a encore beaucoup de est-ce qu'on est encore à l'heure du Mothman aujourd'hui ou ben non? Est-ce que c'est oublié, ça? Ça l'a jamais arrêté là, comme tel. Les gens sont encore... tout le monde en parle encore. Là. C'est vraiment, là, ça se sent dans l'air. Mais ça, c'est en 66, ça, hein? Pardon, en oui, 1966. Ça. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres apparitions après? Les apparitions, là, je vais vous dire, là, il y en a eu, là. Vous voulez dire après l'apparition de Mme Scarberry? Non, mais après 1966. Après 1966, il y a des gens qui affirment qu'ils ont vu quelque chose, mais je pourrais pas affirmer là, si tous les cas entendus sont véridiques, là. Ouais. Mais je peux vous dire que moi j'ai interviewé une des personnes que j'ai interviewé là-bas, un monsieur Landrum, qui a une boutique de souvenirs qui a pignon sur rue à Pointe-Pleasant. Ouais. Ce monsieur-là, il m'a parlé beaucoup des légendes indiennes qui ont rapport avec une bête mythique qui semblable au Mothman, puis que les Indiens auraient parlé dans le temps et tout ça. Il m'a expliqué un peu la légende de ça un petit peu, qu'il y aurait eu comme pas une prophétie, mais une malédiction qui aurait eu lieu dans ce temps-là, et puis ça, et tout ça. Et puis lui, il me dit qu'en 2006, il m'a affirmé qu'en 2006, il y aurait des gens qui auraient vu de quoi, là. Okay. Mais comme je pourrais dire, j'ai pas terminé réellement mon enquête sur ça. Je peux pas m'avancer là-dedans encore, sauf que je peux vous dire qu'en 2006, il s'est produit quelque chose encore. Okay. Et je crois que, si je me souviens bien, il m'a dit que c'était dans la zone TNT encore. Okay. Mais j'ai pas de preuves, là, j'ai pas de preuves matérielles de ça. J'ai presque pas de preuves matérielles, si je pourrais dire de ça. Okay. Mais il m'a vraiment dit qu'il s'était passé de quoi. Mais à part de ça, il y en a qui affirment avoir vu le Mothman près des tours à New York quand ils ont tombé. Là. Ouais, mais c'est tous des faits dits comme ça. Là. Je pourrais pas dire là, si c'est tout réaliste. Là, mais la créature en tant que telle, le Mothman lui-même, là, c'est quoi vos conclusions? Pas nécessairement vos conclusions, mais vos impressions sur cet animal-là. Parce qu'en principe, c'est un animal. Donc, si c'est un animal, il devrait en avoir dans la nature. Il n'y en a pas rien qu'un, là. Ce que je peux dire, moi, là, le Mothman, j'y crois. Moi, j'y crois, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, pour ne pas l'avoir vu moi-même, là, je pense, moi, d'après moi, que ça peut être vrai aussi, là. Sauf que on rentre dans le domaine de la cryptozoologie. Ouais, un peu dans le même genre que le Bigfoot puis le Sasquatch et compagnie, là. Oui, c'est dans le même bateau, si vous voulez, parce que la cryptozoologie, ça c'est l'étude des bêtes mythiques, si on veut. Oui. Ça vient du mot grec cryptos, qui signifie caché, puis de zoologie, une branche de la biologie qui a pour objet d'étudier les animaux, dans le fond. Oui, c'est ça. Fait que ça, c'est ça qui fait le mot cryptozoologie, c'est l'étude des animaux mythiques, si on veut. Alors, c'est comme le Bigfoot, comme vous dites, ou le chupacabra, ces choses-là. C'est à peu près dans les mêmes... C'est dans le même sujet, là. Mais le Mothman, là, c'est vraiment ça qui m'a accroché le plus, là. Mais moi, d'après moi, c'est ça. Moi, d'après moi, c'est réel. Là. C'est vraiment réel ce que les gens ont vu. Puis, c'est vraiment la terreur des gens qui en parlent, là. C'est vraiment... C'est vraiment passé quelque chose avec ce bête-là. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui a vécu une expérience traumatisante ou exceptionnelle, là, quand on fait une entrevue avec eux autres, c'est clair qu'on voit dans les yeux là, s'ils sont en train d'essayer de nous emplir ou non. Là, puis quand l'histoire est vraie, ça paraît. Là, oui, ben c'est ça. Quand j'interviewe quelqu'un, j'essaie toujours de le regarder dans les yeux, tu sais, parce que c'est là qu'on voit vraiment. C'est là qu'on peut voir vraiment par les gestes de la personne, c'est vraiment vrai ce qu'elle nous dit. Là. C'est ça. C'est quelque chose d'important là, quand on fait une enquête. Oui. Mais quand vous êtes allé là-bas, est-ce que vous avez fait des études sur la mythologie du coin?
Les rencontres avec le Mothman sous un autre nom, peut-être dans la mythologie, justement, qu'il y en a un qui vous a dit que c'était une légende indienne. Y avait-tu des récits intéressants qui dataient de peut-être 100 ans, 200-300 ans avant, qui avaient rapport au Mothman? Oui, ben j'ai pas de date exacte, sauf que M. Bob Landrum, lui, comme je vous disais, lui, c'est comme un expert un peu dans les légendes indiennes qui a rapport avec cette bête mythique-là. Ouais. Puis c'est ça, lui, ce qu'ils disent, là, dans le fond, là, c'est que dans le temps, là, les Indiens avaient comme une légende, si vous voulez. Là. Ouais. Il y avait, on parle ici qu'il y avait une bête mythique semblable au Mothman. Là, il y a eu des récits, des dessins, des dessins faits sur la pierre, des choses comme ça là, qui ont été découverts ou tu sais que les Indiens disaient eux autres que c'était comme c'est une bête vraiment mythique comme le Bigfoot et tout ça là. Ouais. Et puis eux autres, d'après eux autres, là, c'est une légende, mais ils disent que dans ce temps-là, pour être plus précis, là, dans ce temps-là, à Pointe-Plaisance, là, je pourrais dire, en 1774, là, il y a eu une grosse bataille entre le colonel Andrew Lewis et les Indiens Shawnee. Ça, c'est les Indiens qui avaient dans ce coin-là. Okay. Sous la commande de leur chef, Cornstalk. Ça, c'était le grand chef. Et puis, d'après une légende indienne, il dirait que que l'Indien, le Cornstalk, aurait jeté un sort à la ville de à la région de Pointe-Plaisance. Dans ce temps-là, c'était pas réellement pareil. Là. Ouais. Puis depuis ce temps-là, il y aurait eu comme une malédiction. C'est ça qui aurait fait que les gens auraient eu la visite du Mothman à un moment donné. C'était comme écrit dans les écrits à eux autres, dans les légendes à eux autres, c'était comme prévu qu'il arriverait quelque chose là, de pas bien, là, de mal dans ce coin-là, si on peut dire, mais on reste dans le domaine des légendes. Là. Mais pour revenir à la créature en tant que telle, la description que les gens en font, mettons, différentes personnes séparées, c'est toujours la même chose? Oui. Il y a eu à peu près, là, je dirais, là, en gros, là, il y a eu presque au-dessus de 100 témoignages durant l'année, là, qui a suivi, qui a précédé l'écrasement. C'est ça, qui a précédé l'écrasement. Durant toute l'année 66, là, il y a eu vraiment au-dessus de 100 témoignages. C'est quand même pas mal. J'ai une liste là, de bien des témoignages. Là, comme je vous disais, il y a le 15 novembre, il y a le couple Cabaret qui l'a vu. Après ça, le lendemain, il y a d'autres citadins qui ont vu quelque chose aussi. Puis ça s'est continué durant toute l'année, là, après, là, avant l'écrasement, si vous voulez. Puis la dernière fois, exactement, qui aurait été aperçu même après l'écrasement du pont, qui est à peu près je dirais que pas après l'écrasement, mais dans l'année de l'écrasement, ils l'ont aperçu, là, à l'entour du 11 janvier 67, ils l'ont aperçu, là. Après ça, je ne sais plus, là, c'est la dernière date que j'ai, là, vraiment dans mes notes, là, il y a des gens qui ont affirmé l'avoir vu encore, là. Sauf que, en tout cas, ils disent qu'il y a eu plusieurs observations jusqu'à temps que le pont s'écrase. OK. Et après 1967, bien après les observations là, de 1967, là, les autres observations qui peuvent avoir eu lieu, c'est pas vérifié. Là. Non. Puis, aussitôt que le pont s'est écrasé, supposément que les événements, ils ont vraiment cessé là, subitement. Ils disent qu'il n'y a pas personne d'autre là, qui ont vu qui l'ont vu, si on peut dire, là, à part peut-être les témoignages là, entre aujourd'hui et ce temps-là, qu'on connaît peut-être pas tous, là. Mais vraiment, quand le pont s'est écrasé, là, tous les événements étranges ont cessé subitement, puis les observations du Mothman aussi. C'est vraiment, il y a eu comme après ça, il y a eu comme un grand bout là, que personne, je dirais que personne, il y a personne qui l'a revu, là. C'est pas prouvé, il n'y a pas de preuve là, que quelqu'un l'a vu après, là. Ça a vraiment cessé avec la tragédie, là. Mais c'est quoi, y a-t-il un rapport avec les observations d'OVNI qu'il y a eu, les Men in Black, puis le Mothman, y a-t-il un rapport? Oui, c'est ça. Durant l'année 66, il y a beaucoup de gens qui ont été témoins d'observations d'OVNI. Surtout au-dessus de la chaîne de la montagne qui se trouve à être au sud de la ville de Pointe-Plaisance. Et puis, il y a beaucoup de gens, c'est ça, il faut que je souligne ce point-là parce que c'est bien important. Durant cette année-là, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu des visites d'hommes en noir, les fameux hommes en noir, là, les
des personnes là qui ont l'air de gens du gouvernement, mais qui n'en feront pas. Là. Ouais, c'est ça. Les autres qui apparaissent toujours dans des vieilles voitures. Ben, c'est vrai que dans ce temps-là, faut se mettre dans le contexte. Dans ce temps-là, les vieilles voitures, c'était dans le contexte. Ouais. Mais encore aujourd'hui, ceux qui affirment avoir des visites d'hommes en noir, c'est toujours des gens dans des vieilles voitures de 1960 à peu près, 50. Des gens qui ont de la misère à marcher, qui ont des drôles de figures, ils ont la face blanche, les traits du visage ne bougent presque pas quand ils parlent. Puis même, je pourrais vous dire, j'ai interviewé une dame, c'est ça, j'en viens à ça. Madame Caroline Harris, ça c'est une dame qui a un restaurant qui a pignon sur rue, encore une fois, à Pointe-Pleasant, sur la Main Street, sur la même rue que une autre place que je vais vous parler tantôt. Elle affirme avoir eu la visite des hommes en noir dans son restaurant. Ben, dans le restaurant qu'elle a aujourd'hui, mais dans ce temps-là, elle affirme avoir rencontré ces hommes en noir-là dans ce restaurant-là parce qu'elle, son mari et son neveu sont tombés avec le pont durant l'année après. OK, oui. Puis elle, durant l'année avant ça, elle a eu la visite de ces hommes-là. Puis elle m'a vraiment dit là, en interview là, que c'était vraiment des personnes étranges, comme je disais, là, les traits qui bougent pas, puis et tout ça. Puis elle, ce qu'elle a remarqué le plus, c'est les mains de ces personnes-là. Elle dit, il y avait vraiment les mains bizarres, là. Elle dit, j'avais jamais vu des mains comme ça. Elle dit, un humain, ça n'a pas des mains comme ça. Okay. Fait que c'est ça. Puis il n'y a pas juste elle qui a eu la visite de ces hommes en noir-là. Il y a eu plein de monde. Puis les gens étaient menacés par ces gens-là. Parce que, comme je pourrais dire, des hommes en noir disaient aux gens, ils les menaçaient, ils demandaient de rien dire. Si jamais si la personne avait vu un ovni ou le Mothman, il disait tout le temps, faut pas que vous en parliez, puis parlez-en pas, sinon vous allez avoir des représailles. Okay. Alors les gens avaient peur, alors ils disaient rien, ils gardaient tout pour eux, tout ça. C'est juste après l'événement de Silver Bridge là, que les gens ont sorti un peu plus de l'ombre, là, parce qu'il y avait vraiment peur. Là, okay. Mais vraiment, là, c'est des menaces totales. Là. OK. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises à plein de monde. Là. Oui, c'est ça. Je dis pas à tous les témoins, hein, mais ça l'arrivait à plusieurs personnes. Il y a eu des visites de ces fameux hommes en noir-là. Puis il y avait la personne que j'ai nommée tantôt, mystérieuse, qui s'appelait Ingrid Gold. Cette personne-là, je dirais cet être-là, là, a contacté bien des gens, comme je disais tantôt, puis il disait tout le temps qu'il allait avoir une catastrophe, tu sais. Ouais. Mais c'était vraiment bizarre. C'était des téléphones bizarres, des bruits anormaux, des bips anormales sur les lignes téléphoniques. C'était... je vous mens pas, ces gens-là, ils ont vécu l'horreur, là. Il y a même eu un film... Il y a même eu un film qui a été réalisé là-dessus. Oui, il y a La prophétie des ondes. C'est ça, avec qui a été inspiré par le... ce film-là, La prophétie des ondes, a été inspiré par un livre qui est sorti à cette époque-là, en 75, dans le fond, qui a été écrit par M. John Keel. Ça, c'est un ufologue qui était... c'est une personne qui était ufologue à cette époque-là. Et cette personne-là elle s'est rendue à Pointe-Pleasant et elle a enquêté durant cette année-là. Okay. Il y a eu juste avant l'événement du Silver Bridge. Puis cette personne-là, elle a écrit un livre, La prophétie des ondes. Et puis... ils se sont inspirés, la maison de production Screen Gem s'est inspirée de ce livre-là pour sortir le film La prophétie des ondes avec en vedette Richard Gere. C'est ça. Qui lui faisait le rôle de John Clean, qui était basé sur le fait vécu de John Keel que je parlais là, 2 minutes. Okay. Ce monsieur Keel-là avait rencontré beaucoup de gens en rapport avec les événements sur les nombreux témoignages d'observation d'OVNI qui avaient eu lieu durant l'année qui a précédé la tragédie comme tel. C'était un journaliste. Il n'était pas journaliste, il était vraiment ufologue. Puis aujourd'hui, c'est un monsieur qu'on pourrait dire qui est fortéen, si on peut dire. Mais lui, c'est ça, lui, il est décédé le 3 juillet 2009, malheureusement aussi. Mais c'est lui qui a vraiment fait la plus grosse enquête sur le Mothman comme tel à cette époque-là. OK, mais dans le film, ce qui est déplorable dans le film, c'est qu'ils ont mis beaucoup l'accent sur l'aspect parapsychologique au lieu de l'aspect du côté physique de la chose. Oui, parce qu'il y a vraiment pas, les détails sont vraiment pas
dans le film comme tel. Mais c'est bon, les gens qui s'intéressent à ça, c'est vraiment bon qu'ils lisent le livre aussi. Oui, c'est bon. Aux éditions du Châtelet, là, La prophétie des âmes de John Keel. Ça, vraiment, dans ce livre-là, il y a vraiment tous les détails de... Ben, peut-être pas tous les détails de son enquête, mais presque tous les détails. Et puis, les noms de personnes sont là-dedans. Les témoignages. C'est vraiment bien fait comme livre, là. C'est mieux que le film, mais le film est quand même bon, là. Ouais, mais ce qui est quand même bon de le voir. Ce que je déplore un peu du film, c'est qu'ils ont vraiment mis l'accent, comme je dis, sur le côté parapsychologique, parce que ça aurait peut-être été intéressant d'avoir plus de détails du côté ufologique de la chose aussi. Oui, parce qu'on n'a pas entendu parler beaucoup de ces choses-là dans le film. Non. Et puis la bête comme telle, on l'a pas réellement vue, là. C'était plus... Ben, c'est sûr que, regarde, flou, là. si tu veux faire un film d'horreur, là, le meilleur moyen d'avoir peur, c'est de pas montrer le monstre, là. Et de dire qu'il rôde alentour de tout le monde, puis tu montres pas le monstre. Mais Ingrid Cole en question, c'est probablement de lui qu'on se sert dans le film pour appeler, justement, là... Exactement. C'est ça, là. Exactement. C'est exactement ça que je voulais vous souligner aussi. Ils l'ont souligné vraiment dans le film. Ça, ils l'ont pas oublié, vraiment, là. Puis les téléphones anormaux que M. Gear recevait durant le film, c'était vraiment semblable à ce que les gens ont vécu. Oui, ça, c'est vrai. OK. Ça, c'est vraiment vrai, là. C'est assez intéressant. Ben, je veux dire, ils étaient vraiment corrects là, pour cette partie-là. OK. Si on s'éloigne un peu de Point-Pleasant, vous êtes allé à Roswell aussi? Oui, j'étais allé à Roswell en 1999. OK. J'étais allé visiter cette petite ville-là. J'étais allé visiter le musée et tout ça. Et puis, c'est ça, j'ai fait le tour un peu de cette place-là, mais j'ai pas vu vraiment, malheureusement pas vu le site d'écrasement, par exemple. Non? Non, j'ai vraiment pas vu ça, là. J'avais pas assez de temps non plus, mais j'ai quand même posé un peu de questions quand même au musée et tout ça. OK. Et puis, vite fait comme ça, la personne qui travaillait là. Mais Roswell, je dirais que ça commence à être moins populaire, on dirait, un petit peu. Ouais. Sauf que tu vois que les gens là-bas sont encore très intéressés pareil. Les gens qui sont là-bas sont encore intéressés à ce qui s'est passé et ils croient vraiment. Il y a plein de boutiques et de kiosques, etc., qui parlent juste de ça. C'est sûr qu'il y a un côté un petit peu... les gens ont fait beaucoup d'argent avec cette histoire-là. Oui, c'est sûr. Mais c'est quand même intéressant d'aller voir cette petite ville-là. Mm-hmm. C'est vraiment accueillant. Là. C'est vraiment... On sent que c'est vraiment passé quelque chose là aussi. Oui. Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui peuvent avoir été mêlées de près ou de loin à ça, comme Robert Hall, ces choses-là? Non, malheureusement, non. J'aurais bien aimé, là. Mais dans ce temps-là, en 99, je m'avais replongé un peu plus dans mes dossiers et tout ça. Ouais. Mais j'aurais commencé un petit peu vraiment. J'étais vraiment pas là, comme aujourd'hui. J'avais pas vraiment de documentation comme j'en ai là. Ouais. J'étais vraiment au stade embryonnaire là, de mes recherches sérieuses, si on peut dire. Okay. Alors j'ai été juste comme faire un survol de la région comme telle. OK. Mais si on se ramène à vous maintenant, Aniterio, qu'est-ce qui se passe avec Aniterio aujourd'hui? Ben, comme c'est là, en ce moment, je continue mes recherches, comme je dis. Puis j'ai même un projet d'écrire un livre sur les phénomènes paranormaux. Où ce que j'aimerais parler en grande partie de mes expériences paranormales et ufologiques jusqu'à maintenant. OK. Puis, sauf que, comme je dis, ce qu'on je pourrais dire, c'est que le projet il est vraiment embryonnaire comme c'est là, sauf que j'ai là le projet de le faire. OK. Alors, c'est ça me prend... Pour faire cet ouvrage-là, ça va me prendre quelques témoignages de gens. J'en ai déjà. Oui. Sauf que je suis à la recherche de d'autres témoignages, quelques témoignages pour finir un peu mon livre, si vous voulez. OK, mais là, vous êtes aussi directeur régional, c'est ça? Pour l'Association québécoise ufologique? Oui, je fais partie de l'Association québécoise d'ufologie. Je suis directrice régionale pour l'Abitibi-Témiscamingue. Et j'ai été directrice régionale pour l'Outaouais aussi en 2009-2010. Mais là, je suis juste directrice de l'Abitibi en ce moment. OK. Je fais partie de cet organisme-là depuis 2006 à peu près. Et puis, c'est ça, là, je travaille pour eux. Là, s'il y a des enquêtes à faire, je vais être là pour eux, là, pour l'Abitibi. Là, je fais vraiment partie de la bande. Là.
Avez-vous des projets de voyage pour faire des enquêtes dans l'année prochaine ou quelque chose du genre? Oui, j'aurais le projet de retourner à Pointe-Plaisante, justement. Okay. Parce qu'à Pointe-Plaisante, à chaque année, il y a un festival du Mothman. Okay. Et puis, je voudrais aller continuer un peu d'interroger certaines personnes, comme Mme Scaberry, par exemple, parce qu'elle fait partie du festival. Okay. Ça serait comme un projet que j'aurais là, pour faire ça. Et puis, pour ce qui est du côté paranormal, eh bien, j'ai des projets aussi d'aller dans l'Ohio et la Pennsylvanie pour faire quelques petites recherches à certains endroits qui sont renommés hantés ou mystérieux, etc. Là. Okay. Ce projet-là aussi. Ah, c'est super intéressant. J'espère que si vous avez des cas dans le coin de Rouyn-Noranda, que vous allez nous en faire part. J'en ai un. J'ai fait une enquête en 2005. OK. Ça donne drôle, mais c'est mon père qui est le témoin dans cette histoire-là. Ah ouais? Ça donne comme ça, mais c'est quelque chose qui est assez spécial. Là. Je ne sais pas si vous voulez que je vous en parle un peu. Là, ça, c'est une des enquêtes que j'ai faites pour la Q, justement. OK. C'est une des seules enquêtes que j'ai faites pour la Q, dans le fond. C'est une des plus importantes que j'ai faites, mettons. OK. Fait que c'est ça, c'est en 2005. C'est mon père qui a été témoin à la sortie d'une soirée ici à Rouyn-Noranda. C'est le 29 janvier 2005, pour être plus précis. Ouais. Il sortait de la soirée avec ma mère, puis il est rendu à l'intersection de la rue Perrault, ici à Rouyn, et de la rue La Rivière, qui est deux rues ici à Rouyn. Il était attiré, son attention était attirée par une sphère au sud-est. OK? Il a pensé que c'était un avion, mais c'était stationnaire. Fait que là, il commence à se poser des questions. Voyons, m'a regardé ça de plus près, là, tu sais, ça a piqué sa curiosité. C'était la nuit, tout ça, puis tu sais, il était comme surpris de ça. Il dit que c'était comme une sphère qui était comme mélangée de couleurs rouge, vert, blanche et jaune. Puis ça, c'était comme flou, mais ça brillait beaucoup. Fait que là, lui, il a décidé, il a décidé de regarder cet objet-là de plus près. Puis il l'a suivi des yeux jusqu'à temps qu'il arrive chez lui, à peu près 5 minutes de là. Puis quand il est arrivé chez lui, il a continué à l'observer encore 10 minutes à l'extérieur de son domicile. Mm-hmm. C'était toujours au sud-est, ça bougeait pas, il n'y avait pas de son, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment juste une sphère lumineuse. Fait qu'il est resté à l'extérieur, il regardait ça. Il a traversé l'autre côté de sa rue, il regardait ça encore, c'était stationnaire, ça bougeait pas, ça faisait pas de bruit. Puis là, après 10 minutes, à cause du froid, parce qu'il faisait vraiment froid cette nuit-là, je pense qu'il faisait moins de 30 à dessous de zéro. Ouais. Il est rentré dans la maison, mais il dit que la sphère était toujours au même endroit quand il est rentré. Il était vraiment encore là. Puis il sait pas quand est-ce qu'il est parti parce qu'il n'est pas retourné dehors là, pour l'observer. Okay. Il n'a même pas pensé de m'appeler, même quand ça lui est arrivé. Il était tellement énervé qu'il m'a même pas téléphoné. Mais ça arrive souvent. En plus, il n'a même pas pensé de prendre sa caméra. Il était vraiment sur le nerf. Là. Exactement. Ça arrive très souvent. Ça, il y a du monde, mettons, qui sont en train de faire une observation. Ils ont tout à la maison, la caméra vidéo, caméra photo. Première nouvelle, tu sais, c'est fini. Ah, j'ai oublié d'aller chercher ça. On dirait qu'on est comme magnétisé, qu'on peut pas enlever notre regard de là. Faut voir que jusqu'à temps que ça s'en va, tu sais. C'est vraiment ça le phénomène, qu'est-ce que ça cause. Mais c'est ça qu'il m'a dit. J'ai vraiment resté surpris. Il dit là, j'osais pas t'appeler. J'étais certain, il dit que tu le voyais, parce que à l'heure qui est arrivé, moi je dors pas beaucoup à cette heure-là. Normalement, je suis toujours debout. Ouais. Il était passé minuit, mais je suis une noctambule, je suis souvent debout la nuit, là. Mais non, j'ai dit non, je l'ai pas vu. J'ai dit tu aurais dû me le téléphoner. Mais moi, à la suite de ça, j'ai fait des recherches parce que je connaissais un monsieur Boucher qui était responsable à l'époque de l'aéroport de Rouyn-Noranda. Okay. Puis lui, il m'a confirmé que les contrôleurs, il avait vu aucun objet sur le radar ou à vue cette nuit-là. Okay. Il n'y avait pas eu de manœuvre technique au sol ou en vol, d'expérience météorologique, etc., qui ont été effectuées non plus. Puis ils n'ont rien vu. Mais mon père, lui, il l'a vu. Il est vraiment sûr qu'il l'a vu. Il a vraiment vu ce qu'il a vu. Puis mon père, c'est une personne qui est bien lucide, qui est en bonne forme. Parce que c'est sûr qu'il y a des petits problèmes de vieillesse, mais il est quand même en assez bonne forme. Il n'y a pas de problème psychologique et physique connu non plus. Puis lui, il était déjà sensible au phénomène ovni, puis il est amateur d'astronomie un petit peu. Fait que, tu sais, il est vraiment intéressé par la chose. Ouais. Fait qu'il sait qu'il a vu quelque chose de pas normal ce soir-là. Là.
Ouais. Même si l'aéroport n'a rien vu, peu importe, ou qu'il n'y a pas eu d'autres cas, lui, il est sûr de ce qu'il a vu, là. Vraiment, là, il a vraiment vu ce qu'il a vu. Puis mon père, c'est pas un alcoolique non plus. Il avait pas pris de boisson cette soirée-là. Je pense qu'il avait pris une bière durant toute la soirée. OK, ouais. Fait que je peux pas mettre la faute sur la boisson non plus. Il a vraiment vu ce qu'il a vu, là. Ouais. Mais quand ça arrive à un de nos proches, c'est facile de savoir ça. Ce que vous voulez dire? Ben, ce que je veux dire par là, c'est quand ça arrive à un de nos proches, qu'un de nos proches fait une observation d'OVNI, comme moi, personnellement, ça m'est arrivé, on dirait, l'enquête est plus facile. Parce que là, on connaît la personne, on sait des détails, là, tu sais, je veux dire, puis c'est pas nécessairement le genre de personne... plus confiance, vous voulez dire. Ben, c'est ça, puis c'est pas nécessairement le genre de personne qui va, entre guillemets, nous emplir, là, tu sais, là. Non, vraiment pas. Vraiment pas mon père. En tout cas, mon père, il est vraiment une personne qui est honnête, vraiment, là, c'est... Puis il a toujours été ouvert à ces phénomènes-là, puis il m'appuie beaucoup dans mon travail et tout ça. Il est bien fier de moi là-dessus. Puis c'est ça, ce soir-là, là, c'est le lendemain, tout de suite le lendemain, il m'a appelé, là. C'est sûr ça qu'il m'a appelé. Mais lui, il savait pas exactement trop. Il savait pas trop ce que je faisais comme enquête, tout ça. Encore la Q, c'était en 2005 que je venais de commencer. J'étais même pas avec la Q dans ce temps-là quand c'est arrivé. Dans le fond, j'avais ça dans mes dossiers. C'est après que je l'ai offert à la Q là, comme dossier, parce que moi, j'ai rentré à la Q en 2006, là, en 2005. Fait que c'est sûr que là, j'ai fait l'enquête plus approfondie pour la Q l'année d'après. C'était ça qui m'a parti là, dans la Q, si on peut dire. Là. C'est le premier, c'est le dossier qui m'a parti avec eux autres, si vous voulez. Fait que c'est ça, là. J'avais confiance dans ce que mon père avait vu, parce que il est vraiment ouvert à ces choses-là. Puis, il dit pas que c'est un ovni qu'il a vu, là. Faut pas sauter aux conclusions non plus, c'est certain. Même moi, je peux pas. Dans ma conclusion, j'ai dit que fallait que peut-être que j'aille plus en profondeur pour savoir si c'était vraiment un ovni qu'il avait vu. Mais à première vue, ça m'a l'air mystérieux pas mal. C'est vraiment pas rationnel d'après moi. C'est ça, mais de toute façon, dans certains cas, puis peut-être même des fois la majorité des cas, on peut pas être sûr de rien. C'est ça. C'est ça qui est un petit peu déplorable dans le phénomène OVNI. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'il y a une activité assez intense, là, mondiale, qui reprend depuis l'automne 2010 à peu près, hein? Oui, j'ai remarqué moi aussi là, qu'il y avait une tendance, là. Il y a vraiment de quoi qui se brasse, là. Pour appuyer les dires de M. Jean Cazot, là. Il y a vraiment des choses qui se passent, là. Il y a vraiment un revirement comme c'est là. Oui. Mais dans votre opinion, là, en terminant, on va terminer là-dessus, là, dans votre opinion, qu'est-ce que ça nous réserve là, dans les prochaines années, le phénomène OVNI? Là, d'après, ça fait 30 ans que vous regardez ça, le phénomène, là, dans le fond? Oui. Ça serait quoi vos conclusions, sans être définitives? Là, ça serait quoi vos conclusions sur qu'est-ce qui s'en vient pour les OVNI? Là? Ben, moi, je pense qu'il va se passer quelque chose. En tout cas, de concret, puis je dirais que ça sera pas dans 10 ans. Ça va être avant 10 ans, là. Il va se passer de quoi? C'est ça ma conclusion. Je sais qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose, à quelque part là, qui se passe, puis qu'on n'est pas seul dans l'univers. Puis les ovnis comme tels, comme je vous dis, là, il y a une tendance depuis à peu près 1 an ou 2 là. Il se concrétise bien des choses, puis les témoignages s'empilent de plus en plus, et puis ça finit plus là de. Les gens sont plus ouverts, je trouve, au phénomène aussi. Ouais. Et plus ça va aller, plus les gens vont être ouverts, d'après moi. En tout cas, j'espère, mais j'ai tendance à croire que les gens vont être plus ouverts. Surtout dans la prochaine année. Surtout dans la prochaine année? Pourquoi? Pourquoi dans la prochaine année? Ben, parce que, comme je vous dis, la tendance est que le phénomène, les gens en parlent de plus en plus. Les gens sont de plus en plus ouverts au paranormal. Avant, les gens c'était beaucoup fermé à ça, parce que moi, j'ai fait une entrevue il y a 2 ans, puis même il y a 2 ans, là, les gens étaient plus fermés qu'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, là, il y a une effervescence là, pour les ovnis là, et le paranormal. Là, puis je parle pas juste sur le côté là, télévisuel. Là. Je parle vraiment, là, il y a beaucoup de témoignages. C'est sûr qu'avec les nouveaux médias comme Facebook, etc., ça l'aide un peu plus que les gens sortent de l'ombre. Oui, c'est ça. Sauf que je trouve que depuis 1 an ou 2, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Je sais pas, c'est dans mes tripes, je sais pas, je comprends. Je sais qu'il se passe de quoi. Je sais que, en tout cas, il y a des gens affluents qui ont sorti de l'ombre et tout ça, et puis qui ont expliqué un peu le témoignage et tout ça. Et puis on voit qu'il se passe quelque chose. Là, en tout cas, il va se passer quelque chose, c'est certain. Là. Moi, ma conclusion, c'est ça. Et plus ça va aller,
plus les gens vont avoir des observations et tout ça. Que ce soit dans le paranormal ou les ovnis, moi je pense qu'il se passe quelque chose. Là. We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. L'OVNI Show. Le Mothman de Pointe-Pleasante, c'est un cas assez intéressant, ce qui se serait probablement reproduit dans la région de Tursault au Québec, dans les années 80, si je ne m'abuse. Eux autres, c'est ce qu'ils reportaient avoir vu, c'est un... Vous rappelez-vous de ça, les California Raisins, là, les raisins avec des pattes puis des bras qui chantaient des chansons, là? Bon, ben regarde, la créature qu'ils ont vue à Tursault, la référence visuelle qu'ils ont faite, c'est celle-là, mais avec des ailes. C'est quand même un cas assez intéressant. Puis on voit qu'Annie, c'est une personne qui a beaucoup creusé le sujet. Pour se rendre à Pointe-Pleasante, faire des enquêtes, en plus elle veut y retourner pour faire d'autres entrevues. Ça reste à suivre, j'espère qu'elle va nous contacter lorsque ce sera fait. C'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Je vous rappelle que si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet de la semaine, vous pouvez vous rendre au www.digifilm.ca sous l'onglet L'OVNI Show. Vous avez tous les liens en rapport avec le sujet de l'émission. Vous pouvez également vous joindre à notre groupe Facebook et être informé des sujets à venir en cliquant sur l'onglet Facebook sur la page de L'OVNI Show. Toutes les autres émissions sont là aussi depuis janvier. Je sais qu'il y a des gens qui semblent avoir eu de la misère à trouver comment, mais sur Facebook, j'ai publié l'accès. Donc, à la prochaine! L'OVNI.